on va aujourd'hui commencer un nouveau chapitre, qui est donc la synthèse organique. C'est l'avant-dernier chapitre. Par rapport à votre livre, c'est le 11. Tout à l'heure, on parlera du livre un petit peu. Donc, ce chapitre, il est assez simple, mais il va falloir reprendre quelques bases de la chimie, par exemple. Dans ce chapitre, pour les exercices, on aura besoin de bien maîtriser la notion d'avancement. On pourra faire les petits tableaux d'avancement. Voilà. Donc, vous avez pour ce chapitre 3 petites activités préparatoires que j'ai préparées, qui sont là. Voilà. Puis après, c'est un scan du livre, en fait. Non, ce n'est pas votre livre, c'est un autre livre. C'est un scan qui permet de voir les dispositifs expérimentaux pour faire des synthèses. Bon. Dans ce chapitre-là, avec ce chapitre-là, normalement, on fait, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir ma souris qui bouge, ouais. Vous pouvez voir qu'on est censé faire 2 TP. Donc, ce sont les 2 TP qu'on fera en priorité dès qu'on rentrera. Alors, on va rapidement corriger les 3 activités. C'était une petite introduction, en fait. Voilà, c'était une petite introduction. Donc, alors, évidemment, on ne va pas relire. Coupez vos micros si vous n'intervenez pas, parce que là, il y a des bruits de fond des fois qui ne sont pas agréables. Donc, c'était une activité sur la chimie verte. Donc, on va très rapidement passer aux questions. Donc, que propose la chimie verte? Alors, je reprends de quoi écrire. Hop. C'est réduire la pollution, non? Et éliminer les substances nocives. Marquées, en fait. Oui, voilà, il suffisait de lire. Réduire ou éliminer l'usage et la production de substances nocives et utiliser des voies de synthèse plus respectueuses de l'environnement. Ensuite, dégager de la liste des principes de la chimie verte les 5 principes relatifs à la sécurité. Alors moi, j'ai relevé, enfin peut-être vous pouvez répondre avec moi. Qu'est-ce que vous avez relevé comme… Alors, moi, je ne suis pas sûr du tout, mais j'ai mis le 3, 4, 8, 9, 12. 3. Je crois que c'est ce que j'ai mis. Alors, le 3, exact. Le 4, exact. Le 12, ouais. Ouais, 12, 11, 5. Le 5. Pas le 11. Et le 11. Ouais, je suis d'accord. Bon. Voilà. De quelles industries sont issus de nombreux produits de notre environnement? Chimique. Oui, mais plus précisément, comment s'appelle le nom de l'industrie? En fait, c'est l'organique, non? C'est la chimie organique et plus généralement, on appelle ça en fait, c'est la chimie du pétrole, c'est-à-dire la pétrochimie. D'accord? Pétrochimie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la pétrochimie. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le pétrole, c'est qu'il y a déjà plein de molécules organiques qui existent. Et parmi elles, certaines sont déjà assez compliquées, enfin, disons assez complexes. Donc, c'est un bon outil de départ, si vous voulez, le pétrole, pour faire des molécules plus compliquées après. Voilà pourquoi c'est intéressant. Le pétrole, autrement, vous savez bien que ça sert aussi à être brûlé, mais il faut qu'il soit raffiné avant. C'est-à-dire que l'essence qu'on met dans les voitures, ce n'est pas du pétrole brut, sinon ça ne fonctionnerait jamais. Il est raffiné, donc d'abord il est trié, le pétrole, et puis les molécules qui sont susceptibles de faire des essences sont elles-mêmes un peu modifiées, on appelle ça du reformage. On verra ça un petit peu dans le chapitre suivant. Ensuite, on nous demande que sont les bio… Oui. Du coup, j'ai pas compris ce que c'était la différence entre la pétrochimie et la chimie organique. Alors, la chimie organique, c'est toute la chimie du carbone. Et la pétrochimie, c'est assez proche, en fait. Sauf que quand on parle de pétrochimie, c'est le traitement du pétrole lui-même. D'accord? Mais on peut faire de la chimie organique sans utiliser quelque chose qui vient du pétrole.
D'accord? Ok, merci. Alors, là, j'ai mis pétrole, mais en fait, c'était pétrochimie. Hein. Voilà. Donc, les biomolécules, c'est des molécules qui proviennent des végétaux. Avantage, c'est qu'elles sont recyclables, elles sont compostables ou et biodégradables. D'accord? Quant à la dernière question, bon, vous voyez, je vais vite parce que je préfère passer du temps sur des choses un petit peu plus compliquées. En quoi l'usage des biomolécules est-il respectueux des principes de la chimie verte? Si on regarde les critères, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Moi, j'ai relevé le critère numéro 4, c'est-à-dire concevoir des produits chimiques moins toxiques. Le 7, renouvelable à la place des ressources fossiles. Le 10, concevoir des produits biodégradables. Donc là, on est en plein dedans. Et également le 12. Voilà. Bon, vous voyez, c'était assez facile, mais c'était juste pour refaire une petite introduction à la chimie organique, puisque vous doutez bien que ça ne pourrait pas faire l'exercice de bac. Voilà. En revanche, j'ai déjà vu dans un sujet de bac cette notion d'économie d'atomes. Alors, on va expliquer un petit peu en quoi ça consiste. L'utilisation atomique, ce qu'on voit écrit ici, l'utilisation atomique, elle est définie ainsi. Là, je passe directement dans le vif du sujet qui m'intéresse. Voilà, l'utilisation atomique. Alors, pas de souci, ce n'est pas un truc à apprendre par cœur, c'est-à-dire que si jamais il y en a besoin dans un exercice, on vous rappellera la définition. En fait, on vous dit que c'est égal au rapport de la masse molaire du produit recherché sur la somme de toutes celles des réactifs qui apparaissent. Alors, ce qui était un petit peu long dans cet exo, c'est que les masses molaires des produits ou réactifs n'étaient pas données. Il fallait les calculer soi-même avec toutes les masses molaires qui sont là. Donc c'est ça qui en faisait quelque chose d'un petit peu long en fait. Alors, on voit qu'il y avait donc figure 2, figure 3. Eh bien, deux façons de fabriquer l'ibuprofène. Alors, vous voyez, on appelle ça des mécanismes. Enfin, ce n'est pas vraiment un mécanisme de réaction, c'est plutôt des étapes d'une synthèse. Voilà. On va répondre tout de suite à la première question. Par rapport au document de tout à l'heure, quels sont les principes de la chimie verte qui ont été mis à profit dans le nouveau procédé de synthèse? Vous voyez, on voit que le nouveau procédé de synthèse, dans la figure de droite, il est beaucoup plus léger. En fait, on voit qu'il y a 3 étapes, alors que là, il y en avait 6 pour fabriquer de l'ibuprofène. Moi, j'ai mis le 2 et 6. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai mis 2 et 6. Alors, Avec maximiser les économies d'atomes et d'étapes. ça, c'est le numéro combien? C'est le 2. Alors, d'accord pour le 2. Et le 6, j'ai mis augmenter l'efficacité énergétique. Peut-être, c'est possible. En fait, on peut en trouver plusieurs. Hein. Je ne sais pas pour les autres. Il y avait aussi le 9. Alors, au niveau de l'énergie, on ne sait pas trop, en fait. Ça dépend. On n'a pas toutes les données pour savoir s'il faut chauffer beaucoup. Donc, pour l'énergétique, je ne sais pas trop. Il y a le 9, a priori. Le 9, attendez, je reprends mon document papier. C'est Et utiliser comment on la sait qu'il y a le catalyse. 9? Ah oui, j'ai vu, il y a marqué réaction catalysée. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Et souvent, l'utilisation d'un catalyseur permet d'accélérer une réaction et des fois de pouvoir la faire tout court. Éviter la production de résidus. Alors, Le 1. Moi, je l'ai mis celle-là, moi. on peut le mettre parce que je pense que dans la première, enfin dans le procédé historique, il y avait des résidus qui étaient formés. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? La 5, peut-être. Est-ce que concevoir des produits chimiques moins toxiques, ça marche? A priori, il faut regarder si... Là, je parle de la 4 en fait. Donc, est-ce qu'il y a des résidus toxiques ici? Non, c'est pas trop. Est-ce que vous comprenez le descriptif là?
En fait, je prends par exemple le premier. On part d'un réactif. Là, vous notez que le réactif, c'est le même. En général, c'est une molécule pas très très compliquée. Là, donc on voit un cycle aromatique. Puis, rappelez-vous, on est en formule topologique. On va l'écrire tout à l'heure parce que c'était un peu nécessaire pour trouver la masse molaire. Ensuite, on nous met un réactif sur la flèche. Ça nous donne un premier produit. Et puis, ça s'enchaîne comme ça. Avec ce premier produit et d'autres réactifs, on va fabriquer lui. Puis, on va fabriquer ça, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. D'accord? Alors, on voit que, comme je vous le disais tout à l'heure, le procédé historique fait appel à 6 réactions. Donc, il est beaucoup plus long. Et on va regarder un petit peu les masses molaires de tous les réactifs, puis en déduire l'utilisation atomique. Alors là, je vais vous soulager un peu. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vais vous donner un petit peu, vous pouvez intervenir bien sûr, mais autrement, je vais vous donner les résultats. Alors, par le procédé numéro 1, on va dire, c'est le procédé hystérique, pas hystérique, mais historique. Voilà. Alors, on part de cette molécule. Et donc cette molécule-là, eh bien, il va falloir la représenter en formule semi-développée, ou même développée si vous préférez, pour trouver eh bien, combien il y a d'atomes qui la constituent. Donc on va d'abord qu'il y a un cycle ici. Je vais peut-être dessiner ça à côté, comme ça, ça sera plus facile pour vous de comprendre. Le cycle ici, je vous rappelle que c'est un hexagone qui correspond à chaque sommet à un atome de carbone. Voilà. On voit qu'il y a une liaison qui part par là. Mais autrement, il n'y a rien d'autre. Alors là, vous pouvez intervenir si vous voulez. Qu'est-ce qui manque finalement à chaque atome de carbone pour qu'il ait son compte de liaison? Un atome d'hydrogène. Voilà, il manque un atome d'hydrogène. Donc ça, en fait, c'est comme ça. Je le fais qu'une seule fois, hein, parce que vous voyez, c'est un petit peu pénible à dessiner. Voilà. Lui, non, parce qu'il y a une liaison qui part vers la suite. Là. Donc c'est assez moche ce que je fais. Et pour qu'il y ait le compte, vous vous souvenez, on en a déjà parlé en classe, il y a effectivement une liaison double sur 2. Alors ensuite, vous voyez ça, cette structure. Je vais la recopier et je vais la compléter après. C'est juste un rappel pour, en fait, décrypter une formule topologique. Voilà. Ça, c'est pareil que ça, pour l'instant. Mais si on veut compter le nombre d'atomes, rappelez-vous, à chaque angle, en fait, j'ai un atome de carbone, y compris là aux extrémités. Et voilà. Et après, c'est à vous de deviner le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc là, pour arriver à ce que cet atome de carbone fasse 4 liaisons, il faut rajouter CH3. Ici, il faut rajouter CH3 aussi. Ici, il faut mettre quoi du coup? H. D'accord. Un seul H. Et puis ici, 2. CH2. Donc vous voyez, si on veut vraiment trouver le nombre d'atomes dans la molécule, il ne faut pas se tromper. Alors, ce cycle aromatique, en fait, ça correspond à 6 atomes de carbone et 5 atomes d'hydrogène, parce que là, il faut laisser la place pour faire le reste de la molécule. Donc au final, là, je vais assez vite hein, pour détailler la première molécule. Mais au final, on se retrouve avec, voilà, je vais l'écrire ici, une masse molaire pour cette molécule-là. Vous pourrez vérifier, ou vous allez me dire si vous avez trouvé ça aussi. Donc pour le réactif de départ, moi j'ai trouvé une masse molaire qui valait 134 grammes par mol. Il y en a qui ont trouvé ça aussi? Moi, j'ai trouvé que le résultat final, en fait. Oui. Ah, tu as fait toute l'application numérique en une seule fois? D'accord. OK. Donc ensuite,
eh bien, on passe à d'autres réactifs. Oui, parce qu'en fait, je réponds à la question là où on nous demandait de calculer toutes les masses molaires. Donc, ensuite, on va parler. C'est H3CO2. Donc, après, c'est CH3, c'est l'huile, hein, d'accord? Alors, là, on a juste le nom d'atomes, on les a. On peut trouver la masse molaire assez rapidement. Donc, Mais le 2 qui a après les parenthèses, ça veut dire qu'on multiplie tout par 2? oui, C'est équivalent à C2H6, C2O2. voilà, exactement. Alors, ça vous paraît un peu curieux, cette représentation-là, peut-être? Si vous voulez, je vais vous donner la réponse. Un chimiste, quand il voit ça, il comprend en fait de quelle molécule il s'agit. C'est une famille que vous n'avez pas à connaître en terminale. C'est pour ça que je ne vais pas en parler très longtemps. Mais quand un chimiste voit ça, surtout avec les parenthèses là et le x2, en fait, ça correspond à un anhydride d'acide. Alors nous, on utilisera un anhydride d'acide en travaux pratiques, mais ce n'est pas une famille que vous avez à connaître. En fait, un anhydride d'acide, c'est un peu comme si on avait deux acides carboxyliques collés, un peu comme une fusion, comme des frères siamois. Souvent, je dis ça, des frères siamois. Là, un peu, ça fait comme si on avait deux molécules d'acide éthanoïque qui avaient fusionné. Vous voyez? Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Et pourquoi on utilise ça? C'est parce que c'est plus réactif que l'acide éthanoïque. Ça s'appelle l'anhydride éthanoïque. C'est plus réactif que l'acide éthanoïque. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, je vais l'enlever pour ne pas surcharger trop l'écran. Ok, donc ça a une masse molaire qui vaut 102. En fait, je détaille bien le premier, c'est le plus long. Après, j'irai plus vite, hein, sinon je ne voudrais pas qu'on passe 1 heure à corriger ce truc. Mais il faut que vous l'ayez fait au moins une fois pour voir en quoi consiste ce calcul d'utilisation atomique. Okay, donc ça, c'était ça. Ensuite, j'ai deux autres réactifs qui sont indiqués là. D'accord? Donc, on va calculer leur masse molaire. C'est 167, je crois. Alors, je les ai fait séparément. Peut-être que le total fait ça, je ne sais pas. Si on le fait séparément, j'ai 68 grammes par mol pour le premier. Voilà, j'ai 68 grammes par mol. Je me demande si ça ira pas plus vite si je le tapais. Et pour le deuxième réactif nécessaire à cette étape, j'ai 122,5. Voilà. Ils ont fait pareil sur Internet. Comment? Ils ont fait pareil sur Internet aussi. C'est-à-dire? Bah, ils ont séparé les deux, je sais pas pourquoi. Pour montrer que c'est bien deux réactifs différents. Ensuite, on va avoir lui, H3O+. Alors, je vous rappelle que pour calculer la masse molaire d'un ion, on ne tient pas compte de la charge, parce qu'en fait, la charge veut dire qu'on a un électron en plus. Ou ici, en l'occurrence, un électron en moins, d'accord? Donc, Juste le dernier M, vous avez quoi? M égale ah pardon, 122, 122, oui, 122,5. 122, ouais, 122,5. Ah, bah, J'avoue, c'est pas très, Gotchiste. j'avoue, c'est pas très bien écrit. Je vais peut-être taper, ça ira aussi vite et ça sera plus lisible. Le suivant, donc on a dit que c'était H3O+, eh bien ça fait 19. Ça fait 19 grammes par mol. Voilà. J'ai 19 aussi, ouais. Après, on continue. Eh ben, le suivant, 33. ça va être NH2. Oui, c'est ça, 33 grammes par mol. C'est NH2OH. Il est là. Vous voyez? Ça Ouais. commence à devenir compliqué, mon tableau, là. Mais en fait, oui, c'est lui. Donc, c'est donc le suivant. Voilà. Ah, mais j'arrive en bas de mon tableau.
c'est pas grave, je peux continuer par là. Donc le suivant, c'est NH2OH et c'est 33 grammes par mol. Voilà, je détaille bien le premier. Hein. Pour le deuxième, je donnerai juste la réponse numérique. C'est juste pour que, au moins une fois, vous ayez vu comment on calculait ça. Et enfin, le dernier, c'est là où il ne faut pas se tromper. On voit que, même si ça ne coûte rien, en pratique, on voit qu'il y a un dernier réactif qui est 2H2O. D'accord? 36. Ouais, Et oui, 36. c'est ça, il faut compter 2 fois. Donc là, on va compter 2 fois la masse molaire de l'eau qui était de 18. Et Oui. donc, c'est bien, vous n'avez pas fait l'erreur. Donc, si vous voulez, c'est 2 fois la masse molaire de l'eau. Donc, ça va faire 18 fois 2, qui donc fait 36 grammes par mol. Voilà. Alors, le produit, on a presque fini. Le produit, c'est l'ibuprofène. D'accord? C'est un médicament que vous connaissez tous, de plus en plus controversé d'ailleurs. Voilà, ça c'est l'ibuprofène. Donc, de la même façon, eh bien, on va vérifier ensemble. Je ne vais pas refaire la formule semi-développée comme je viens de le faire, c'est le même principe. Hein. Vous allez juste me dire si vous êtes d'accord avec moi pour le produit. C13, H18O2. Alors, OK. Je dis OK, je n'ai pas vérifié ça, j'ai directement compté, moi. Et en fait, on va vérifier si on est d'accord avec la masse molaire. Bon, pour la masse molaire du produit, j'arrive à 206. Est-ce que C'est vous êtes ça. d'accord? C'est ça. Parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'utilisation atomique? Eh ben, l'utilisation atomique, du coup, ça va être UA. Voilà, c'est un nom. UA qu'on peut transformer après en pourcentage. Donc, c'est la somme des masses molaires au numérateur du produit ou des produits qu'on veut. Donc là, on veut que l'ibuprofène, c'est-à-dire cette synthèse, elle sert à faire de l'ibuprofène et c'est tout. Et donc, on met le 206 qu'on vient juste de trouver, on le met au numérateur. Alors qu'au dénominateur, vous allez faire la somme de tout ce qu'on a détaillé auparavant. Donc, si on fait la somme de tout ce qu'on a détaillé auparavant, ça va faire donc... eh ben, allons-y. Ça va faire 134. Ensuite, on avait trouvé 102. 102. Ça risque de déborder un peu, mais c'est pas grave. On avait trouvé ensuite Plus 60. 182,5. Voilà. Ça fait 481,5. Dénominateur ou le J'ai total? trouvé ça, mais je suis pas sûr. 36. Oui, dénominateur. Ok. Bon, ça déborde un peu, c'est pas très. Voilà. Tant pis pour la mise en forme. Et au final. Ah non, j'ai oublié le 33. Ça fait 514,5. Bon, alors au final, pour l'unité, pour l'utilisation atomique, moi je trouve 0,40 avec deux chiffres significatifs. Est-ce que vous avez trouvé ça? 0,40, on peut dire aussi, soit 40%. Vous aviez trouvé 40%? Oui, je crois. D'accord. Donc voilà, 40%, ça veut dire qu'on utilise en fait des atomes qu'on utilise pour faire cette synthèse. En fait, on n'en utilise que 40%. Voilà. 40% vont se retrouver sous forme de produits. Ça veut dire que d'autres, vous notez bien ici que ce qui est représenté dans ce schéma, pour la description du procédé, ce n'est pas des équations bilan qui sont ajustées. D'accord? Donc ça veut dire que les sous-produits, on ne les a pas représentés. Donc c'est pour ça qu'il en manque. C'est pour ça qu'on en manque. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une étape, eh bien, on n'utilise pas forcément tout. Vous comprenez? Ouais. Juste un exemple. Ouais. Juste un exemple. Juste un exemple. Regardez ici.
ici, vous voyez qu'on a utilisé un atome de chlore. D'accord? Ouais. Un atome de chlore, c'est relativement lourd quand on regarde sa masse molaire par rapport aux autres. Ça rend les réactifs plus réactifs, justement, des composés chlorés. Ceci dit, vous voyez que dans ce produit intermédiaire-là, il n'y a pas de chlore. Donc, on a utilisé un réactif chloré parce qu'il est plus réactif, mais on ne le retrouve pas dans le produit qu'on voulait faire. Donc, voilà, ça, c'est un atome de chlore qui va être perdu, entre guillemets. Vous comprenez? Ouais. Parfait. Donc, j'efface tout ça. Et maintenant, si on recommence, alors évidemment, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le deuxième. Si vous refaites la même chose, c'est-à-dire le calcul de l'utilisation atomique pour le deuxième procédé, donc 77,4. on trouve 77,4 exactement. Donc 77,4 avec le deuxième procédé. Ah, j'ai oublié avec le deuxième procédé. Si je me souviens bien, ça s'appelle le procédé Boots. Je ne sais pas si c'était écrit dans le texte. Procédé alternatif. Ah oui, non, il n'est pas écrit. En général, c'est le nom de l'équipe qu'il a mis au point. Et là, de mémoire, ça s'appelle le procédé Boots, c'est-à-dire le deuxième procédé. OK? Je finis mon symbole pourcentage quand même. Voilà. Alors, dernière question. L'acide éthanoïque étant utilisé dans de nombreuses synthèses industrielles, pourquoi peut-on dire que l'utilisation atomique du nouveau procédé est en réalité proche de 100%? Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? L'acide éthanoïque, c'est le seul qu'on perd en fait dans la deuxième. Enfin, c'est presque le seul la seule espèce chimique qu'on perd lors de la synthèse. Voilà. Mais comme on peut la réutiliser, Oui, c'est ça. Si on refait un calcul. sans Ouais. l'acide éthanoïque. C'est-à-dire, si vous refaites un calcul ici de l'utilisation atomique, et ben à ce moment-là, si vous rajoutez les 60 grammes par mol de l'acide éthanoïque qui finalement n'est pas perdu, si on le recycle, enfin si on le récupère, donc cette fois-ci, l'utilisation atomique. Tout à l'heure, en fait, on avait au numérateur 206. D'accord? Et ben, si jamais l'acide éthanoïque n'est pas perdu et qu'on le récupère, on peut le rajouter au numérateur. Ça fait partie des espèces qui vont être récupérées, donc utiles. Au dénominateur, comme je n'ai pas donné le résultat tout à l'heure, alors le dénominateur c'est le même. Et pour ceux qui voudraient vérifier, je vais quand même vous donner le résultat. Disons le détail du dénominateur, c'était 134 plus 102 plus 2. Plus 28. Voilà. D'accord? Ben, si vous faites ça, ça fait 1, c'est-à-dire 100%. Donc voilà. Et ben là, il n'y a rien de perdu. Donc il n'y a pas d'atome de perdu dans cette synthèse. Alors une petite remarque quand même que je vais rajouter, c'est que ces calculs d'utilisation atomique sont des calculs théoriques. Ce ne sont pas des calculs réels, ce ne sont pas des pourcentages réels, puisqu'en réalité, il va y avoir des pertes à chaque étape. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de diminuer le nombre d'étapes. À chaque étape, vous allez avoir des pertes en fait. Donc si vous voulez le rendement réel, l'utilisation réelle de ces atomes, ça ne pourrait pas être de 100%, puisque à chaque fois, vous allez avoir des pertes dans les réacteurs, etc. Est-ce qu'il y a des questions pour cette deuxième activité? Moi, juste, c'est quoi, il y a écrit quoi au dénominateur là? Vous avez marqué au tableau. Ah, 134 plus 102 plus 2. Et puis plus 28 le dernier. OK? Merci. Voilà. Ah oui, j'ai toujours pas trouvé le moyen de gommer tout d'un seul coup. Voilà. Enfin, on avait une dernière activité. Alors celle-là, voilà.
cette activité où il y avait l'utilisation atomique était quand même assez importante. Celle-ci, pourquoi l'avoir choisie? Parce qu'on nous demande dans les programmes de vous en parler un petit peu. Évidemment, on entend plus que ça à la radio, enfin pas trop ces derniers jours, mais autrement, réchauffement climatique et dioxyde de carbone, on en entend parler tous les jours. Un petit peu moins ces derniers temps, c'est vrai, mais c'est compréhensible. Donc, la valorisation du dioxyde de carbone, regardons les questions, parce que je ne vais pas lire les documents. Donc, quel est le but du CSC? Donc, si on lit bien le texte, le but, c'est de séparer les sources, qu'est-ce que j'ai écrit? Séparer de ces sources industrielles et énergétiques, transportées vers les lieux de stockage. Hein. Quelle part, ça c'était une lecture du graphique, quelle part représente l'utilisation industrielle du CO2 anthropique, ça veut dire formé par l'homme, par rapport aux émissions annuelles mondiales? Alors, est-ce que vous avez fait un petit calcul à faire ici peut-être? C'est la question 2. 2, ouais. Donc 153,5 Fois 10 puissance 6. fois 10 puissance 6. On parle en Sur quoi 30 là? fois 10. On parle en millions de tonnes? On parle en mégatonnes. En mégatonnes, voilà, encore millions de tonnes. Divisé par? 30 fois 10 puissance 9. Exact. Et fois 100. Du coup. Si on veut un pourcentage. Si on veut un Ça fait pourcentage. 0,5%. Ok. C'est ça. Donc environ 5 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 0,5%. C'est très très peu. D'accord? Pour l'instant, c'est donc très très peu. C'est même quasiment ridiculement négligeable. On peut dire qu'en ce moment, actuellement, on n'utilise pas, on ne réutilise pas le CO2 que l'on produit. Sinon, pourquoi la chimie du CO2 est-elle plus respectueuse de l'environnement que la pétrochimie? Là, c'est évident, hein, elle permet d'utiliser le CO2 comme matière première, plutôt que de puiser en plus dans les réserves de pétrole. Et finalement, en conclusion, en quoi la valorisation du CO2 est un enjeu important pour les années futures? Ça, c'est évident. Diminuer le CO2, qui est un gaz à effet de serre, et moins puiser dans les ressources fossiles, qui seront quand même toujours nécessaires, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure en introduction, eh bien, le pétrole, c'est un gros mélange de plein de molécules qui sont très, très, très intéressantes, puisque si vous voulez, elles sont déjà préformées. Si vous voulez, en chimie, on sculpte les molécules. Donc, si vous partez de CO2, CO2, c'est ça. Voilà, ça, c'est la molécule de dioxyde de carbone. Bon, il y a un atome de carbone par molécule. Quand vous avez à fabriquer des molécules complexes, comme par exemple tout à l'heure, c'est juste la page d'avant, d'ibuprofène qui est là, vous voyez que partant du CO2, faire des réactions successives pour greffer des atomes sur les autres atomes et finalement arriver à cette molécule, ça va être quand même une série d'étapes très compliquées. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire qu'en chimie organique, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà, s'il y en a qui veulent faire de la chimie comme Serena plus tard, eh bien, il y a des règles à respecter, mais en partant de n'importe quelle molécule, quasiment, on peut fabriquer ce qu'on veut. C'est-à-dire, on fait une succession de réactions chimiques et puis on dit, là, on va greffer un autre atome de carbone ici, ici et ici, et c'est possible de le faire quand on connaît bien, toutes les règles, tous les mécanismes de chimie organique. Donc, vous voyez que ça va être compliqué. À partir d'une molécule de CO2, même si vous en utiliserez autant que vous voulez, d'arriver à sculpter cette molécule-là. Voilà pourquoi les molécules du pétrole sont intéressantes, parce que des molécules comme celle-ci, eh bien, je ne sais pas si celle-ci précisément on peut la trouver dans le pétrole, mais vous voyez, ça ressemble déjà un petit peu à ce qu'on veut faire à la fin.
Donc, en gros, il y a moins à sculpter que si on part d'une molécule très, très basique comme le CO2. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, c'est bon. Enfin, Ça va, ça va. Eh bien, on va continuer alors. On va continuer. On va regarder la suite du cours. C'est un cours qui est assez rapide en fait. Alors après, il va falloir connaître deux, trois choses qui seront surtout des révisions en fait, comme je vous le disais tout à l'heure avec des tableaux d'avancement, des calculs de rendement, ça il va peut-être falloir le redéfinir. Mais en gros, c'est assez expérimental, c'est pour ça que ce chapitre-là, eh bien en fait, il est bien illustré avec deux TP que on fera, en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Alors en gros, nous avons ce grand 2, qui est un scan d'un autre manuel, mais vous pourrez aussi utiliser votre manuel, je le montrerai tout à l'heure rapidement. Les différentes étapes d'une synthèse. Donc, il y a plein de façons de faire une synthèse organique, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la plupart du temps, en général, la plupart du temps, sauf exception bien sûr, on chauffe, et on chauffe, est-ce que vous savez pourquoi? bah, c'est toujours pareil, non? Oui, c'est toujours pareil. C'est pour accélérer la réaction. Accéléré, ouais. Voilà, on l'a vu en début d'année. En général, une synthèse va être plus rapide si on chauffe. Or, C'était dans le DM, ça. là, c'est de la chimie organique. La chimie organique, c'est une chimie industrielle, que ce soit pour faire des médicaments ou autre. Mais bien sûr, la chimie fine existe en recherche, mais en général, la chimie industrielle a pour but de faire de l'argent. En fait, c'est d'économie. Hein. Donc, si vous pouvez réussir une synthèse en moitié de temps qu'une autre parce que vous chauffez, évidemment, on ne va pas s'en priver, puisque dans l'industrie, le temps, ça va être de l'argent. Et donc, on va chauffer ça. On peut vous demander, on va le faire rapidement ensemble, on peut vous demander de d'écrire un montage de chauffage à reflux. Donc, le chauffage à reflux, vous devez connaître. Enfin, le mieux, c'est encore de l'avoir utilisé, comme ça rentre plus vite. Mais vous devez pouvoir décrire aussi, par rapport à un schéma, vous devez pouvoir décrire les constituants de ce montage, disons le légendé. C'est de plus en plus rare de trouver des sujets où on vous demande de le dessiner à partir de rien. Mais, par contre, le légendé, oui. Alors, ce qu'on peut faire rapidement, juste, est-ce que vous savez, c'était peut-être dans le DM, est-ce que vous savez pourquoi on utilise un montage de chauffage à reflux pour chauffer? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est pour pas avoir trop de pertes lors de l'ébullition? Pas perdre de la Ouais, c'est matière. ça. Voilà, Retenir les vapeurs. c'est pour pas perdre de matière, que ce soit réactif ou produit, exact. Parce que si vous chauffez et que vous bouchez le ballon ici, bah, ça va monter en pression, ça va exploser. Si vous ne bouchez pas, bah, tout va se vaporiser dans la salle. Pas terrible non plus. Donc là, vous êtes à pression atmosphérique. C'est-à-dire que ici, vous voyez vous voyez la souris, là, le pointeur. Ouais. Oui. Ici, en aucun cas, c'est bouché. Ça reste ouvert pour que tout l'intérieur de ce réfrigérant, qui est constitué d'une double paroi, eh bien, reste à la pression atmosphérique. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un réfrigérant? Oui, bah, l'année dernière, non? Ou même cette année, on n'en a pas utilisé. Mais je suis en train de réfléchir. Non, c'était la colonne de Vigreux, je sais plus quoi, là. Donc, c'était l'année dernière. Alors, la colonne de Vigreux, c'est autre chose. On le verra un peu plus loin, c'est pour faire une distillation fractionnée. Oui, oui. Pour l'instant, on va juste décrire rapidement eh bien, ce montage. C'est-à-dire qu'on va le légender. Donc, normalement, quand on est en classe, c'est un document que je donne sous forme papier, donc vous pouvez écrire dessus. Ça s'appelle comment? Un élévateur. Exact. Donc ça, c'est un élévateur. Pourquoi c'est important? Faut mettre le ballon à la bonne hauteur. Ouais. Alors, ça va mettre le ballon, le chauffe-ballon,
Ouais, je veux ballon. Ouais, c'est pour bien chauffer au bon Et endroit. là, à la bonne hauteur. Mais pourquoi on ne mettrait pas tout ça par terre? Enfin, par terre, sur la table, je veux dire. Faut que ça brûle. Bah, ça. Non, c'est parce que l'élévateur, c'est un dispositif de sécurité. Quand vous devez arrêter Ah, d'accord. le chauffage en urgence, Ah ouais, on le descend. vous baissez l'élévateur et ça baisse en même temps le chauffe-ballon. Ah bah oui, bah oui. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Enfin, si, On l'a fait j'ai l'année juste dernière, on l'a noté fait parce ça. que j'en ai fait le premier. Alors, attends, je ressors. Voilà. Donc, l'élévateur, c'est un dispositif de sécurité. Ça permet d'arrêter le chauffage en J'ai urgence. fini. Le premier, c'est l'évolution des relations sino-soviétiques entre les années 1950. Léopold, est-ce que tu pourrais couper ton micro 5 secondes si tu Ah. parles d'histoire géo? Merci. Donc, ça, c'est un réfrigérateur. Colonne, C'est la pas colonne la... réfrigérante. Voilà, alors on va appeler ça donc un réfrigérant. Il peut être à boule ou pas. Le réfrigérant à boule, en fait, eh bien, il est constitué, en gros, c'est le même principe, sauf que il peut être moins haut, il peut être moins grand, parce qu'à l'intérieur, eh bien, la double paroi, là, je vous dessine le réfrigérant à boule, c'est peut-être pas très facile. La paroi intérieure, elle est constituée comme ça D'accord. de boules en verre qui communiquent les De unes l'autre côté, pareil. et de l'autre côté, pareil. Et donc, Ok. ça sert à quoi, à votre avis, de faire une paroi intérieure en forme de boule comme ça? Pas pour augmenter la surface ou quoi, non? Oui, ça permet d'augmenter la surface de contact avec l'eau froide. Parce que ici, Ah ouais. en paroi extérieure, si vous voulez, eh bien, vous allez avoir ici, bah, tant qu'à faire, c'est en bas, hein, c'est pas en plein milieu. Vous allez avoir l'arrivée d'eau froide ici, et ça va remplir bah, toute la paroi extérieure. Évidemment, c'est jamais en contact direct avec les gaz qui sont à l'intérieur, hein, c'est juste un réfrigérant. Et donc ici, vous allez avoir une sortie d'eau. Bon, bah, du coup, qui sera légèrement plus chaude que l'eau froide qui est en bas. D'accord? Ok. Ok. Donc, pour notre schéma, ici, vous avez donc flèche entrée d'eau froide, et ici, notre flèche sortie de l'eau. Alors, on fait toujours arriver l'eau par en bas. Ça permet un très très faible débit. Si jamais on se trompait, qu'est-ce qui se passerait? Si jamais on connectait l'eau froide en haut, bah, en fait, le tube il ne serait jamais rempli d'eau. Avec un faible débit, l'eau elle tomberait au fond, puis voilà, point. Pour remplir tout le tube, il faudrait mettre l'eau très très fort. Or, ça c'est du gaspillage. Déjà, là, c'est gaspillé. Hein. L'eau qui ressort d'ici, elle n'est pas recyclée en général, elle est gaspillée. Alors, le support qui est là, c'est peut-être pas la peine de le légender. Ici, là, je mets les légendes classiques hein, qu'on vous demandera. Le ballon. C'est le ballon. Exact. Voilà. Ça, c'est le ballon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, Le truc à droite, là. exactement. Ouais, Je la vais barre. pas parler de ce truc. Alors, nous, au lycée, on n'utilise pas. C'est-à-dire que là, vous avez un ballon, sur la photo, vous avez un ballon qu'on appelle le bicol. C'est-à-dire qu'il y a le col normal Ah, pour connecter quelque chose, et là, il y a un deuxième col pour connecter quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un ballon bicol. Ça s'appelle une ampoule de coulée. Alors, en fait, moi, je ne sais pas de TP qui utilise. Je crois qu'on en a des ballons bicol au lycée. Mais, alors, l'ampoule de coulée, je vais vous expliquer. Ceux qui font de la chimie organique, peut-être plus tard. Alors, peut-être ceux qui feront PCSI ou ceux qui font des études de chimie. On utilise une ampoule de coulée, en fait, lorsque l'on veut introduire un réactif lentement et une fois que tout est connecté. En fait, c'est lorsqu'on veut introduire un réactif petit à petit. D'accord? En général, on fait ça avec les réactifs qui provoquent des réactions violentes, très exothermiques. Donc, si vous avez une réaction où on a un des réactifs qui peut provoquer une réaction violente, bah, le problème, c'est que si vous voulez tout mettre d'un coup et puis après mettre le reste du montage, ça va poser un problème parce que la réaction, ça veut dire que vous allez la faire
sans le montage qui est connecté. Donc l'ampoule de coulée, elle sert à ça. Elle sert à introduire comment dire, un dernier réactif. Donc vous préparez tout ce qu'il vous faut avant en bas. Et vous introduisez un dernier réactif qui risquerait de rendre la réaction très exothermique. Là, je décide en pointiller le ballon. Donc il y a déjà les autres réactifs ici. Voilà. Pour les deux synthèses qu'on va faire nous cette année, il n'y a pas besoin d'ampoule de coulée, donc on utilisera des ballons classiques. En général, on peut aussi, selon les réactions, rajouter de la pierre ponce. Est-ce que vous avez vu ça en première? Oui. Oui, ça sert à pas qu'il y ait trop d'ébullition, que l'ébullition se fasse trop forte. Pour calmer Oui. un peu. Oui, c'est ça. Ça sert à réguler l'ébullition. Lorsqu'on met de la pierre ponce, ça sert à réguler l'ébullition dans le ballon. C'est-à-dire que ça va permettre à la chaleur d'être propagée de façon assez uniforme dans le ballon, puisqu'il n'y a pas d'agitation magnétique. OK? Alors, je passe à l'étape 2. C'est l'étape d'isolement. Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez raligner, s'il vous plaît, les. Ah, mais non, mais c'est bon, vous avez effacé, bon, c'est pas grave, je prends quelqu'un d'autre. Il te manquait quoi? Non, il manquait que. Maintenant, c'est le chevalon, donc c'est bon, je suis bête. Ah oui. Mais tu verras sur YouTube au pire. Après, ouais, je referai pareil, je la réenregistrerai celle-là. Ok, bah ça va très bien, merci. Donc, pareil, on peut vous demander de légender ça, ces deux photos. Bon, alors, généralement, ce sera plutôt des schémas que vous aurez à légender, pas vraiment des photos. Alors, différentes techniques sont employées selon l'état physique du produit à isoler. Là, je suis en train de lire. On peut utiliser la fiole à vide, munie d'un entonnoir Büchner, qui permet une filtration rapide et un assorage efficace sous pression réduite. Ça, vous ne l'avez peut-être pas vu en première, par contre. Alors, nous, on le fait en terminale. Il s'agit de la photo, celle-ci, la grande. C'est la photo A. Filtration sous pression réduite. Les chimistes, eux, ils disent filtration sous Büchner. Alors là, vous avez ici, c'est une sorte d'entonnoir à fond plat. Et lui, c'est lui qu'on appelle le filtre Büchner. Alors, en fait, c'est juste... C'est le filtre au papier là. le filtre, ce que je marque, le filtre Büchner, c'est un objet en plastique, si vous voulez. Ah d'accord. C'est un objet en plastique, donc qui se garde, qu'on ne jette pas, qu'on lave d'une fois sur l'autre. Voilà, hop. Le papier, donc le papier filtre. Voilà. Le papier filtre, en fait, on le met au fond, ici. Donc, si vous voulez, on va avoir des petits ronds en papier filtre qu'on va mettre à l'intérieur, comme ça. Donc là, je dessine à l'intérieur. Évidemment, le mieux, ce sera quand vous verrez l'objet en vrai. Donc, en fait, au lieu d'utiliser un entonnoir en papier filtre, on utilise juste un petit rond, qui sont déjà prédécoupés. On introduit ce qu'on veut filtrer à l'intérieur du filtre. Et on va aspirer par en dessous. On va aspirer par en dessous, eh bien, pour filtrer plus rapidement. Parce qu'une filtration sous pression atmosphérique, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, si on aspire par en dessous, alors ici, il y a... Vous voyez l'ouverture? Ça, c'est pas un Erlenmeyer, ce truc. C'est pas un Erlenmeyer, parce qu'il y a justement possibilité de connecter un tuyau. Et donc, ça s'appelle... Ça a un nom très précis, c'est une fiole à vide. On devrait dire, si on voulait être plus précis, une fiole pour travailler sous pression réduite, parce qu'en fait, on ne fait pas le vide. Alors, comment on fait pour faire une pression réduite? Ça gaspille pas mal d'eau. Ça gaspille pas mal d'eau. On ouvre à fond un robinet d'eau ici, vous voyez derrière? On ouvre à fond ça. Il y a l'eau qui va couler à fond et qui va aller dans l'évier. On ne va pas faire une inondation sur la table. Donc, on fait couler de l'eau à fond. Et ici, il y a une entrée d'air, si vous voulez. Hop, dessiné.
ici, il y a une entrée d'air. Voilà. Et en fait, la chute très très rapide de l'eau, donc là, vous avez l'eau qui tombe. Ça, c'est de la mécanique des fluides, en fait. L'eau qui tombe très 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 fortement crée dans cette zone une dépression et ça va aspirer l'air. Ça s'appelle l'effet Venturi en physique. Donc on va avoir, là le tuyau il a été coupé par la photo, mais il n'y a rien de mystérieux, hein, le tuyau il a continué tout simplement. Donc là on va avoir une aspiration qui est créée par ces chutes d'eau. Pour que ça fonctionne bien, il faut ouvrir le robinet d'eau à fond. Donc là c'est beaucoup d'eau de perdue à chaque fois, mais pour l'instant on n'a pas autre chose. Comment on a dit que ça s'appelait le phénomène où ça aspire? Ah, le phénomène physique, ça s'appelle l'effet Venturi. Venturi. Et cet objet, voilà, et cet objet, la chose en elle-même, et ben, ça a presque le même nom, c'est une trompe à vide. On connecte sur un robinet. Voilà, ça c'est pour faire une filtration rapide. Alors, pourquoi l'utiliser? J'aurais peut-être dû commencer par là. Pourquoi utiliser une trompe à vide? Pourquoi filtrer du coup? Ben, en fait, on veut filtrer quand on veut séparer quelque chose qui est solide d'une phase qui est liquide. C'est logique, non? Ah ouais. Bon, et ben, il y a des fois, c'est le liquide qu'on veut récupérer, et on appelle ça le distillat. Donc, il y a des fois, c'est le distillat qui va nous intéresser, ça dépendra des synthèses. Il y a des fois, le distillat nous intéresse, donc ce qui est là, c'est ce qu'on va récupérer, alors qu'il y a des fois, c'est le filtrat qui nous intéresse. Donc, voilà deux noms. Distillat, ça s'écrit comme ça. Et ce qu'il y a là-dedans, ça s'appelle le filtrat. Sur les deux TP qu'on va faire, quand on utilisera ça, ça sera le filtrat qui nous intéresse. Mais encore une fois, ça dépend des synthèses. C'est le distillat qui intéresse. Vous l'avez pas déjà fait ça en première? Ah oui, alors vous avez peut-être fait ça, je ne sais pas. Hein. Ouais, on l'avait fait, on l'avait fait. C'est pas avec l'ampoule à décanter? Ouais, c'est Alors, pareil, c'est ouais. autre Et chose. ouais, voilà, moi je m'en rappelle. Et bien justement, je vais y venir. Là, on a vu ce montage qui sert à séparer une phase solide d'une phase liquide. D'accord? La Et photo là, B, c'est c'est quoi? liquide-liquide. Pour le petit B, L'extraction liquide-liquide. c'est une extraction liquide-liquide. C'est-à-dire que des fois, on veut récupérer un liquide Ah, dans un d'accord. mélange. Pour ça, il faut qu'il y ait deux phases. Je veux dire, si vous avez un mélange qui est homogène, une ampoule à décompter, ça ne vous servira pas à séparer. D'accord? Si par exemple vous prenez de l'eau sucrée, vous pouvez toujours le mettre dans une ampoule à décanter. Le sucre, vous ne pourrez pas le récupérer de l'eau, puisque l'eau plus du sucre, ça donne un mélange homogène. Donc là, il faut que vous ayez un mélange hétérogène qui, la plupart du temps en chimie organique, est constitué, regardez bien ici, d'une phase. Alors là, on ne voit pas bien, je dirais que c'est là, avec une autre phase. Suivant la densité des phases, là, vous avez deux phases qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, il y en a une qui est appelée phase organique et phase aqueuse. Ça, c'est quasiment toujours le cas en chimie organique. Et après, qui est en haut, qui est en bas, ça dépend des densités. Dans beaucoup de cas, la densité de la phase organique est plus petite que 1. Ça veut dire qu'on va, la retrouver en haut. Au-dessus. Voilà. Alors que la phase aqueuse, bon, elle va avoir la densité de l'eau, ou même des fois un peu plus. Voilà. La densité peut être égale à 1 si c'est celle de l'eau. Si on a mis de l'eau salée, des fois, ça peut être légèrement supérieur à 1, elle va être en bas. Comment on utilise une ampoule à décanter, si vous l'avez déjà utilisée? Eh bien, en ouvrant le robinet, on va évacuer la phase aqueuse. En général, ce n'est pas celle qui nous intéresse. Et une fois qu'elle sera complètement évacuée, eh bien, il ne restera plus que la phase... Voilà. Il restera plus que la phase organique. Généralement, c'est la phase organique qui nous intéresse. Alors, des fois, ce n'est pas tout, il faut la purifier.
Pour la purifier, voilà, j'arrive à la suite, donc à la page d'après. Voilà, j'efface le tableau, entre guillemets. Donc là, ce que je viens de vous raconter, bah, c'est décrit par des petits schémas. Faudra savoir toutes les étapes ou pas? On peut vous demander de les décrire, oui, mais le mieux, c'est que quand vous l'aurez fait en TP, voilà, c'est facile, en fait, on retient ce qu'il faut faire. Oui. Du coup, on va le faire en TP, ça. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, il arrive, là, après, c'est intéressant de le relire, vous pourrez le relire, vous, en regardant le document. Des fois, quand on met dans l'ampoule à décanter le mélange que l'on veut séparer, il fait une sorte d'émulsion, c'est-à-dire que les deux densités, si les deux densités sont très proches l'une de l'autre, ça va faire une émulsion, c'est-à-dire que la phase organique est mélangée dans la phase aqueuse et vice-versa. Alors, ça veut dire que ça fait plein de petites bulles. Donc, pour les séparer, généralement, on rajoute de l'eau salée. C'est cette étape-là qui est expliquée ici. Alors, le moins cher, c'est de rajouter du chlorure de sodium, parce que c'est tout simplement le sel de cuisine. Ça va augmenter la densité de la phase aqueuse. Et plus, si vous voulez, les densités sont éloignées les unes des autres, et plus ce sera facile d'avoir une séparation claire et nette. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, Oui. bon, parfait. Ensuite, je vous disais, une fois que vous avez séparé phase organique et phase aqueuse, Quoi? Ouais. une fois que vous avez séparé ces deux phases, en général, la phase organique va nécessiter d'être séchée, parce qu'elle peut encore avoir des traces d'eau, même si vous pourriez dire, bah, si c'est une phase organique, il n'y a pas d'eau dedans, mais il peut y avoir quelques molécules d'eau qui traînent, donc on peut la sécher avec un desséchant, donc c'est souvent des composés anhydres. Voilà. Et on peut aussi faire une évaporation du solvant. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, coupez vos micros s'il y en a qui parlent entre eux, s'il vous plaît. Donc, parfois, vous allez avoir besoin d'extraire ce que vous vouliez en injectant un solvant. Mais le solvant, on n'en veut pas, en général, à la fin, quand on veut isoler l'espèce chimique pure. Donc, on va évaporer le solvant grâce à un évaporateur rotatif. On n'en a pas au lycée. Ça ressemble à ça. C'est le document 4. Voilà. En fait, on a un moteur qui fait tourner lentement dans un chauffe-ballon électrique. Vous voyez, c'est penché. Et la rotation, elle se fait comme ça, dessinée. Hop. Voilà, il y a tout l'ensemble qui tourne, décidément. Il y a tout l'ensemble qui tourne autour de son axe comme ça. Et en fait, ça va permettre d'évaporer très lentement ça va permettre d'évaporer très lentement. Est-ce que la personne qui parle peut couper le micro, s'il vous plaît? Parce que là, je suis en train d'enregistrer. Et le son, je ne pourrais pas le modifier. Voilà. Alors ensuite, ça c'est souvent demandé, comment analyser le produit qu'on a à fabriquer? Alors, on a plusieurs possibilités. Lorsque c'est un solide, c'est-à-dire une poudre, on peut utiliser ce qu'on appelle un banc de Koffler. Banc de Koffler, c'est la figure 5. C'est pareil, c'est un Avec une majuscule ou pas? appareil qui coûte assez cher. Et donc, Maman en majuscule? qu'est-ce qui parle là? Monsieur, c'est Cyrine, parce qu'il y a Cyril, je Cyrine et crois. Louis qui ont le micro ouvert, et je crois que c'est Cyrine, parce que c'est pas Louis. Cyrine? C'est bon, elle a coupé. Merci. Cyril. Voilà, donc le banc de Koffler, on n'en a pas au lycée, ça permet de déterminer la température de fusion d'un solide. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un solide qui, dans les tables, est supposé fondre à 140 degrés, par exemple, eh bien, vous allez déposer une petite ligne de ce que vous avez fabriqué vous. Là, vous faites un petit rail. Vous faites un petit rail du produit que vous venez de synthétiser. Et en fait, là, vous allez avoir sur ce banc, c'est pour ça que ça coûte très cher, à quelques millimètres d'intervalle, une température différente.
Donc, en gros, si le côté droit ici, c'est le plus chaud et le côté gauche, c'est le moins chaud, et ben, il y a un endroit très net où tout va fondre. À gauche, ça sera encore sous forme solide, à droite, ça sera sous forme liquide. Et là, à la frontière, ici précisément, vous allez voir à quelle température ça a fondu. Bon, et ben, c'est que ça correspond à la température de fusion que vous avez trouvée dans une table du produit que vous vouliez synthétiser. Et ben, ça montre la pureté de ce que vous avez fabriqué, parce que c'est la même température de fusion. Par contre, si ce que vous avez fabriqué n'est pas pur, en général, la température de fusion elle sera inférieure. C'est-à-dire que votre poudre elle fondra avant la température prévue. Vous avez aussi tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, là. Spectroscopie infrarouge, RMN, et aussi chromatographie. Donc la bonne vieille chromatographie que vous avez vue depuis la seconde, eh ben, c'est quand même encore très pratique et surtout très peu coûteux. Donc c'est un moyen d'analyse facile au lycée. Ensuite, le rendement. Eh ben, le rendement, c'est la quantité de matière de ce que vous avez récupéré sur la quantité de matière que vous auriez pu récupérer. Alors, elle est inférieure à 100%, ou ce nombre est inférieur à 1, parce qu'il y a toujours des pertes. Si vous voulez, il y a deux choses différentes. Même si la réaction est totale, comme il y aura toujours des pertes, vous n'aurez jamais un rendement de 100%. Mais en plus, vous pouvez avoir une réaction qui n'est pas totale, et donc là, vous allez avoir un mauvais rendement, puisque ça va combiner et le fait que la réaction n'est pas totale, et le fait que vous avez aussi des pertes. OK? Et les pertes, elles peuvent être dues à quoi? Elles sont dues à quoi en fait? Ah ben, vous allez avoir des pertes à chaque transvasement, vous allez avoir voilà, ouais, d'accord. Voilà, à chaque étape, L'extraction en fait. et tout. À l'extraction, lorsque vous allez faire l'extraction, il va y avoir des pertes. Donc, il va y avoir des pertes à chaque fois. Aussi, vous n'avez peut-être pas laissé assez longtemps la synthèse se faire. Okay. Donc voilà, il y a quand même pas mal de raisons pour qu'il y ait des pertes. La dernière page que je vais vous décrire maintenant, c'est un petit organigramme. Voilà. Donc, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, je vous laisserai le parcourir vous-même, parce que je ne vais pas répéter tout ce que je viens de raconter. En gros, ça reprend tout ce que je viens de raconter, mais sous une forme plus synthétique. Juste une chose dont je n'avais pas parlé. Tout à l'heure, je vous avais dit, on verra après. C'est ça. C'est le montage de distillation. Voilà. Donc, le montage de distillation peut permettre de récupérer un liquide mélangé dans un autre liquide et de façon pure. Seulement, il faut... là la colonne de Vigreux. Voilà, c'est ça la colonne de Vigreux. Seulement, pour pouvoir utiliser ce montage, alors c'est pas le même montage que tout à l'heure, hein. Notamment là c'est fermé, c'est pas un chauffage à reflux, hein. Là c'est fermé, c'est-à-dire qu'on oblige les vapeurs, après avoir parcouru la colonne de Vigreux, on oblige les vapeurs à aller se faire recondenser et être récupérées séparément. Alors que je vous rappelle, le chauffage à reflux, eh bien, fait que les vapeurs montent et puis elles retombent dans le mélange, d'accord? Donc, ce montage de distillation, ça permet de séparer, selon la température des ébullitions des constituants du mélange, ça permet de séparer un liquide d'un autre liquide. Il y a une condition nécessaire obligatoirement pour pouvoir utiliser ça, c'est que les températures d'ébullition soient bien séparées les unes des autres. Si par exemple vous avez deux liquides, dont un qui a une température d'ébullition à 150 degrés et l'autre à 152 par exemple, c'est pas assez séparé de degrés d'écart pour qu'on puisse utiliser ce montage. Il faut qu'il y ait au moins une bonne dizaine de degrés d'écart dans les températures d'ébullition pour avoir une chance de les séparer. Sinon, ils vont partir en même temps. En fait, les vapeurs vont partir en même temps. Et donc, vous n'aurez pas séparé ce qui était le but à l'origine. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Pas spécialement. Je vais vous montrer maintenant rapidement. Je vais vous montrer rapidement, parce qu'après, ça va être... ça ne sert à rien qu'on enregistre et qu'on passe trop de temps. C'est du travail personnel que je vais vous demander ensuite. J'ai sélectionné 3 exercices de votre livre que l'on corrigera lors de la prochaine séance de chimie.
Donc lundi, on a prévu déjà de faire de la physique, ce qui fait que ça sera soit mercredi, soit jeudi. Il faut que je regarde comment on organise la semaine, d'accord? Tout ça, je le mettrai dans Pronote. Un petit coup d'œil à votre livre. Voilà. Donc, si vous voulez en plus regarder votre livre. Monsieur, juste, les exos, vous allez les mettre sur Pronote? Oui, je les mettrai sur Pronote. Et puis, de toute D'accord. façon, le document sur lequel on a travaillé aujourd'hui, c'est pareil, Ouais. il est déjà sur Atrium. Et, Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, en plus. Ok. donc, cette activité-là, moi, on a donné 3 activités un peu équivalentes. Ce pas les mêmes, mais c'est pas la peine de les faire. Si vous voulez regarder votre livre pour avoir un peu plus de détails dans tout ce que j'ai raconté, vous pouvez prendre le cours de votre livre. Voilà. Et Si on veut- monsieur, de ce chapitre, il faut essentiellement retenir les protocoles. Alors, de ce chapitre, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Il faut se souvenir comment on fait le calcul de l'utilisation atomique, ce qu'on a fait en début de séance. Et oui, c'est un chapitre qui est essentiellement expérimental. Alors, ceci dit, c'est un chapitre aussi où, c'est pour ça que je vais vous donner des exercices à faire pour la prochaine séance. C'est aussi un exercice où vous allez avoir, par exemple, attendez que je trouve la bonne page, le premier que je vous ai donné. Voilà. Non, ce n'est pas le premier, mais peu importe. Par exemple, un des exercices que je vous ai donné, c'est celui-là. Alors, on ne va pas le faire, parce que je vais vous laisser le temps de le faire chez vous tranquillement, et par contre, on corrigera la prochaine fois qu'on fera de la chimie. On vous décrit en général un... C'est bon, vous voyez là le... Non. Non, on le voit pas, non. Ah, c'est ce que je me disais. Non. Là, c'est ma tête. On va retoter. C'est ce que je me disais. Je me disais que je n'avais pas partagé encore le... Voilà, là, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Oui, Voilà. J'avais oublié de partager l'écran. Donc, la plupart du temps, dans ce genre d'exercice de synthèse, mais dans le DM, c'en était déjà un, en fait. Vous allez avoir un protocole qui est décrit. En général, c'est assez long. Et encore, là, c'est un exercice du livre, donc c'est assez compact. Donc, quelques données utiles. Et puis après, vous allez avoir des questions sur le protocole. Et puis après, vous allez avoir, voilà, c'est surtout pour ça que je vous montrais cet exercice-là, souvent un calcul à faire. On va vous demander de calculer la masse de menthone obtenue dans cet exercice. On peut vous demander aussi de calculer un rendement. Et bien, dans tous les cas, il va falloir utiliser l'équation de la réaction. Là, elle n'est pas donnée, donc il va falloir un petit peu Comme dans le DM, réfléchir. en fait. Oui, c'est ça. Et voir. Donc, la petite indication pour faire cet exercice-là que je vous ai donné à faire, qui est donc le 25. Petite indication pour cet exercice, vous en souviendrez quand vous le chercherez. Il n'y a pas l'équation qui est donnée, mais en gros, une mole de menthol. Une mole de menthol. L'équation bilan n'est pas donnée, encore une fois, mais une mole de menthol va donner, en fait, une mole de menthone. C'est pas le même nom. Ce sont des noms usuels, ce ne sont pas des noms officiels de la chimie organique, mais la terminaison. Donc, c'est une équation, ça. C'est l'équation bilan. Voilà, ça c'est l'équation, si vous voulez. C'est les proportions, c'est une pour une, Bizarre. alors que vous n'étiez pas censé le deviner. C'est ce qui manquait dans cet exercice. Donc, ce sont des noms usuels, ce ne sont pas des noms qui viennent de la nomenclature, mais la terminaison en ol nous fait dire quand même qu'on part d'un alcool. Et ici, la terminaison en on nous fait dire quand même qu'on termine. C'est pas l'acétone et l'alcool. Cétone, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une Et molécule. l'alcool. En gros, vous avez une molécule qui est un petit peu compliquée, qui est le menthol. Tiens, je vais vous la dessiner vite fait.
Comme ça, au moins, vous saurez de quoi on parle. Ça ne sera pas mystérieux. Donc là, vous avez un cycle. Ce n'est pas un cycle aromatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liaison double sur 2. Et ça, voilà en formule topologique ce que ça donne. Ça, c'est le menthol. Quand on l'oxyde, c'est-à-dire quand on fait une oxydation, en termes d'oxydoréduction, hein, comme on a révisé en début d'année. Donc, on fait une oxydation. Là, l'oxydant qui est utilisé, c'est du trioxyde de chrome. Voilà. Et ben, quand vous allez oxyder cette molécule, vous allez fabriquer la menthone. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben, l'oxydation, l'oxydoréduction en chimie organique, ça existe aussi, ça sert, la preuve. Eh bien, ne va pas affecter tout le reste de la molécule, ça va juste affecter ce groupe-là. Alors, comment s'appelle ce groupe-là? Ça fait faire des révisions. Le groupe que j'ai entouré ici, il s'appelle comment? Ah, ça prend pas ses cours. Alcool? Oui, alors c'est la fonction alcool et c'est le groupe hydroxyle, d'accord? Hydroxyle, ouais. Eh bien, l'oxydation en chimie organique d'une fonction alcool va pouvoir donner, dans ce cas-là, ce groupe-là qui s'appelle, rappelez-moi. Carboxyle, non? Carboxyle. Non. Oxyde. Cétone. Alors, cétone, c'est le nom de la fonction. C'est une fonction cétone. C'est sous. Mais ça donne la fonction cétone, en fait. Acétone. Mais c'est Romane. La carbonyle. Carbonyle, ouais. carbonyle. Voilà, je ne sais pas qui a donné la bonne réponse, mais c'est bien Et carbonyle. Serena, bravo. Serena, c'est Serena. C'est normal, C'est trop chaud. c'est la chimiste. Groupe carbonyle. Ouais, bof. Et là, vous aviez, pour terminer correctement cette petite séance, là, vous aviez le groupe hydroxyle caractéristique de la fonction alcool. Voilà. Et je pense que là, c'est pas mal comme ça. Donc, pour l'instant, j'arrête l'enregistrement.